rebonjour à tous pour ceux qui étaient déjà là ce matin. Il y a peut-être des gens qui sont nouveaux cet après-midi. Donc, bonjour à tous. Merci encore à Agrium et aux différents intervenants d'avoir accepté de reprogrammer cette réunion des DEVE qu'on avait déjà annulée en décembre pour des grèves. Là, cette fois-ci, c'est le petit virus qui nous embête. Mais du coup, ça nous donne l'occasion de tester un nouveau format. Et j'espère donc qu'on aura un petit peu moins de problèmes que ce matin, même si on a eu quand même des échanges très intéressants ce matin. Donc, poursuite avec cette table ronde sur vraiment les regards pratiques. Et donc, un grand merci aux intervenants qui ont accepté de venir partager leur expérience parce qu'on sait que les compétences, c'est pas toujours facile. Quelle définition, comment convaincre dans son établissement, comment mettre en pratique. Je pense qu'on va avoir des échanges vraiment très intéressants. Donc, un grand merci à tous d'avance. Merci. En quelques mots, Pierre Grenier d'Agrium, chargé de coopération-formation. Un aperçu du déroulé. Nous aurons 3 temps dans les présentations des panélistes que je présenterai dans quelques instants. Puis nous aurons un temps d'échange, questions-réponses et commentaires d'environ 15 minutes. Également, en amont et en aval de ce temps d'échange, un facilitateur graphique qui vous sera présenté dans quelques instants interviendra. Et nous aurons quelques mots de conclusion par les panélistes. Sans plus attendre, Cécile, est-ce que tu peux te présenter et me dire 2 mots du facilitateur graphique? Oui, bonjour, donc c'est Cécile Ernst. Geoffroy Lefort est avec nous. La captation graphique, c'est un outil intéressant parce qu'elle permet de synthétiser sur un dessin ce qui a été abordé, que ce soit des concepts théoriques, que ce soit une expérience racontée, que ce soit des échanges entre participants, et d'avoir un visuel assez évocateur de la séquence. Et on a pensé que c'était particulièrement intéressant pour les devs, puisque sur cette question des compétences, vous avez des équipes et que ça peut être un très bon outil pour partager sur le sujet avec vos équipes ultérieurement. Donc, nous avons la chance d'avoir avec nous Geoffroy Lefort, que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Geoffroy Lefort, je suis facilitateur graphique. Comme l'a très bien expliqué Cécile, mon travail, ça va être de synthétiser le contenu des échanges de l'heure à venir. Que vous dire de plus? En fait, donc moi, je suis équipé d'une tablette graphique qui est juste à côté de moi et qui va me permettre de capter en fait, voilà, l'essentiel de ce que je perçois. Et puis après, ça peut donner, mon travail peut donner naissance, donner lieu à des échanges aussi. Et pourquoi pas compléter aussi le contenu de ce que je vais pouvoir capter pour en faire un matériau, un support que vous pourrez utiliser par la suite. Voilà. Merci Geoffroy. 3 personnes sont réunies ici, 3 panélistes, qui jouent dans leurs établissements un rôle capital dans l'approche par compétences. Nous avons Gabrielle Landrac, directrice des formations, Direction générale Institut Mines Télécom. Également Anne Bonnefoy, directrice du CFA Île-de-France au CNAM. Et Benoît Escrig, professeur associé, coordinateur des programmes FITEC à l'INP Toulouse, conseiller pédagogique à l'INP Toulouse. Gabrielle, Anne, Benoît, nous vous remercions d'avoir accepté de partager avec nos collègues d'aujourd'hui votre expérience de l'approche compétence. Je vous poserai 3 questions. La première question concerne un point de vue institutionnel. Dans vos structures ou dans vos réseaux de structures respectifs, en quoi consiste l'approche par compétence? Quelle volonté politique afficher? Quels moyens dégager? Quel leadership dans vos structures? Gabrielle, en tant que directrice des formations à l'Institut Mines Télécom, tu fais percoler l'approche par compétences dans les formations des écoles du réseau. Sur quelle méthode t'appuies-tu? Comment les adaptes-tu? Merci Pierre pour me donner la parole. Donc je vais tâcher de m'appuyer sur un tout petit diaporama en faisant la manip que m'a montré. Alors attendez. Tab et tab. Ah zut, c'était l'autre. Voilà. Alors un petit mot rapide. Je pense que c'est bien partagé. Non, là on ne voit pas Non. encore le. Ah, vous ne voyez rien. Alors, je recommence. Tab, c'est ça hein? Oui. Ici peut-être. Et après, il faut partager l'écran en bas sur le bouton vert. Alors, je croyais l'avoir fait. Non.
Écoutez, je ne sais pas si je vais peut-être laisser tomber. Alors, partager. Ah oui, partager, c'était ça. Bon, c'est Voilà. pas un diaporama, mais je vais faire avec. Je pense que ça sera déjà ça. Donc, un petit mot rapide sur l'Institut. Juste, je suis encore désolé de couper. Juste en cliquant sur afficher au format diaporama, ça apparaîtra au format. Voilà. Ça sera mieux. Très bon. Voilà. Merci Alors, beaucoup. rapidement, donc l'Institut Mines Télécom, c'est un établissement qui comporte 8 écoles internes et des écoles associées. Donc, ces écoles, je les coordonne au niveau de la formation à travers un comité de domaine formation à peu près une fois par mois, et on a une coordination un peu plus légère avec des écoles dites affiliées, qui sont des écoles partenaires. Au sein de ce comité de domaine formation, un des points qu'on aborde, par exemple, c'est les programmes et forcément les compétences. Et je voulais signaler qu'on avait mis en œuvre, dans le cadre de la stratégie de l'Institut Mines Télécom, un observatoire des métiers et des compétences. Et puis, on suit également des projets stratégiques liés aux compétences, comme les projets Osons l'industrie du futur, sur les compétences liées à cette industrie. Et puis, on a également mis en place une académie des transformations éducatives avec des formations en fait à la pédagogie, et puis également un travail sur la reconnaissance en fait de l'enseignement dans les carrières de nos enseignants-chercheurs. Alors, mon expérience de l'approche compétence s'appuie sur mon expérience propre, en fait, puisque j'ai été directrice de la formation de Télécom Bretagne, et puis ensuite, j'étais également à la formation d'IMT Atlantique quelques temps, avant de devenir directrice à l'Institut Mines Télécom. Alors, ce qui est important, je pense, c'est que l'approche compétence, elle dépend en fait de chaque école, puisque chaque école a son contexte, son histoire. Et donc, en fait, l'idée au sein de l'Institut, c'est de s'appuyer sur les écoles qui sont plus pionnières pour partager les pratiques et puis, en fait, entraîner tout le monde. Alors, par exemple, au sein de Télécom Bretagne, on avait commencé à mettre en œuvre l'approche compétence en 2002 à travers une formation au projet par les projets dans laquelle on avait complètement structuré en fait des compétences transversales à acquérir pour gérer des projets. Et puis, une fois qu'on avait fait ça, donc on avait formé des enseignants-chercheurs, je sais pas, une trentaine d'enseignants-chercheurs sur l'approche compétence. Et après, on s'est dit, on aimerait bien élargir à l'ensemble des unités d'enseignement. Là, on s'est cassé les dents sur la mise en place d'un référentiel de compétences globales. Et pour ça, donc pour pallier ça, on s'est appuyé sur l'approche du CDIO, d'une initiative du MIT. Et alors, un des intérêts, c'est que le MIT étant une entité extérieure, c'était aussi plus audible par les enseignants-chercheurs. Et puis, on a mis en place une méthode qui est très comparable à celle qu'a mentionnée William Gamard en fait, ce matin. En fait, voilà. Donc, ensuite, on s'est basé là-dessus pour concevoir un nouveau programme, puisqu'il y a eu la fusion de Mines Nantes et de Télécom Bretagne qui a été actée en 2015 pour une mise en œuvre en 2017. Le côté positif, c'est qu'à Mines Nantes, ils avaient aussi beaucoup travaillé sur l'approche compétence à travers les apprentissages par problème, si bien qu'on avait des enseignants-chercheurs qui étaient suffisamment matures, globalement, pour définir un référentiel de compétences, les mettre en œuvre, faire un alignement pédagogique, mettre en œuvre une évaluation par compétences. Et puis, on a aussi introduit, du coup, la notion de compétences opérationnelles qui, d'après ce que j'ai compris ce matin, est tout à fait analogue en fait, aux situations dont a parlé Jean-François Métral en fait, ce matin. Une petite remarque quand même, c'est que les systèmes d'information dans tout ça, ils doivent suivre pour savoir en fait, quelles compétences en fait, sont acquises par les étudiants au travers de leurs différents choix en fait, d'unités d'enseignement et d'expérience à l'international, par exemple. Voilà, donc ensuite, on partage au cours de tout ça, en fait, on a partagé en fait, ces pratiques avec les écoles, notamment Télécom, qui ont adopté pour certaines le référentiel CDIO. Mines Saint-Étienne a également mis en place quelque chose qui est intéressant sur l'accompagnement des étudiants en fait, aux compétences. Et puis, ce qui est important aussi, c'est que finalement, tout ça, ça a été intégré dans la stratégie IMT 2018-2020 à travers le projet stratégique des transformations éducatives. Et là, on porte donc au niveau IMT la formation des enseignants-chercheurs à la pédagogie,
ce qui a facilité aussi le recrutement de conseillers pédagogiques dans les écoles. Et puis, on travaille maintenant à la valorisation de l'enseignement dans la carrière des enseignants-chercheurs. Alors, ce qui est important dans tout ça, je pense, c'est la volonté politique. C'est indispensable d'avoir un alignement entre le directeur des formations et la direction de l'école. Et si en plus, on peut avoir l'alignement avec l'Institut Mines-Télécom, c'est encore mieux. Et c'est d'autant plus indispensable qu'il faut convaincre les enseignants-chercheurs, mais aussi convaincre les chefs de département que cette approche-là, c'est bien vers ça qu'il faut aller. Voilà, alors je pense que c'est tout ce que je vais dire pour l'instant. Et puis, je laisse la parole à une des personnes suivantes. Merci Gabrielle. Anne, la VAE est un chaînon entre la formation et l'emploi grâce à l'approche par compétences. Comment l'écosystème des acteurs de la VAE rend-il cela possible? Alors effectivement, la VAE est un exemple de traduction de diplôme. Enfin, la VAE permet en fait de partir de la formation pour arriver aux compétences exprimées dans le cadre de l'emploi. Mais il serait illusoire de penser que la VAE ne repose que sur les établissements et la responsabilité de leurs acteurs, qui soient aussi bien des enseignants que ceux qui accompagnent. Il est effectivement, c'est de la responsabilité d'un certain nombre de personnes qui soient des acteurs socio-professionnels, des enseignants-chercheurs et tous les acteurs du milieu socio-économique. L'APC est un outil très important dans ce processus car il rend lisibles les compétences acquises par les missions exercées en entreprise et celles attendues par le diplôme. Il y a une espèce d'adéquation qui se fait de manière à pouvoir valider une certification. Parce que la VAE, finalement, c'est comment valider une certification au regard d'une compétence acquise. Et cette lisibilité, cette possibilité de valider une certification ne peut se faire qu'à travers une lecture des compétences attendues d'une part du diplôme et d'autre part de l'expérience professionnelle acquise. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises cette problématique de lien emploi-formation faite par la compétence au cours de ma carrière professionnelle. La VAE est un exemple. Tout à l'heure, j'en développerai un autre. Mais j'ai toujours constaté que l'approche par compétence rendait complémentaire le savoir académique et le savoir empirique, et qu'en aucun cas il y avait une opposition entre ces deux systèmes on va dire d'apprentissage. Il n'y a pas de VAE sans approche compétence, même si effectivement la compétence, et on va en parler tout au long de cette table ronde, il y a autant de définitions presque que d'acteurs. Et donc, le préalable, c'est vraiment de se mettre d'accord sur cette définition. L'APC, elle est rendue possible par le croisement des regards de tous ces acteurs-là, et qu'elle existe quand il y a effectivement un regard qui est rendu consensuel sur la compétence, qui permet d'illustrer d'une part la compétence attendue par le diplôme et d'autre part la compétence exercée dans le cadre d'une expérience professionnelle. C'est pour ça qu'en fait, c'est bien un chaînon manquant, en tout cas qui a permis de rendre possible le lien entre la formation et l'emploi. Et moi, j'ai toujours beaucoup travaillé sur ces sujets-là parce que je pense que l'APC rend lisible, mais je le redirai peut-être plus tard, que l'APC rend lisible le diplôme, le rend compréhensible et lui permet un ancrage indispensable dans une réalité socio-économique. Voilà ce que j'avais envie de dire dans un premier temps sur ce volet VAE et VAE qui est un outil de l'approche par compétence. Et sans cette approche par compétence, on ne peut pas travailler dans l'adéquation, on ne peut pas travailler sur la certification d'un diplôme au regard des expériences acquises. Donc, c'est un outil qui est indispensable. Merci Anne.
Benoît, tu as accompagné une approche par compétences à l'INPT ENSAT, dans le Code de l'agronomie de Toulouse. Peux-tu nous dire de quel challenge il s'est agi? Est-ce que vous voyez mon... Très très bien, merci. Super. Je dirais que la mise en place d'une approche par compétences, elle soulève 3 challenges que je vous propose de passer en revue. Si les slides peuvent passer. Hop. Hop. Voilà. Premièrement, ça, c'est des questions que je vous propose d'aborder lorsque vous essayez de mettre en œuvre une approche par compétence. D'abord, est-ce que je sais mettre en œuvre une approche par compétence? Est-ce que je peux mettre en œuvre une approche par compétence? Et enfin, est-ce que je veux mettre en place une approche par compétence? Le point d'entrée, c'est le premier challenge, c'est est-ce que je sais mettre en place une approche par compétence? Ça questionne en fait l'expertise que l'on peut ou que l'on doit avoir sur cette approche par compétence. À quel point je dois connaître l'approche par compétence pour m'y lancer? Est-ce que je dois être un expert de l'approche par compétence? Pourquoi? Parce qu'il y a un enjeu pour moi qui est primordial dans ce contexte-là, c'est que finalement, cette approche par compétence, telle qu'elle est proposée par des auteurs comme Tardif, comme Jean-Claude Coulet, ça consiste finalement à professionnaliser la conception des programmes d'études autour du concept de compétence. L'approche par compétence, c'est quoi? C'est concevoir des programmes d'études et autour du concept de compétence. Et ça contribue, et ces deux points-là se nourrissent mutuellement. J'ai envie de dire que l'approche par compétence, déjà, elle permet de quitter les risques de démarches empiriques dans la conception de programmes pour aller vers des démarches un peu plus scientifiques. Les démarches qu'on a l'habitude de mettre en place, elles sont certes cohérentes et pertinentes, mais finalement, on a, par le biais de ces auteurs, de ceux qui ont travaillé par exemple sur l'approche programme, ces auteurs-là permettent de finalement professionnaliser, rationaliser, théoriser la conception des programmes. Et là, je trouve ça intéressant de quitter un peu les risques de l'empirisme. Encore une fois, même si ça nous paraît cohérent et pertinent, il y a carrément des journaux internationaux qui parlent de curriculum development en anglais, c'est-à-dire la conception de programmes d'études. Le concept de compétence aussi, il est important et je m'aperçois souvent que lorsqu'on regarde la définition de Tardif, on dit oui, globalement, oui, bon, ça correspond à un concept que je connais déjà. Mais en fait, derrière la définition de Tardif, j'emploie souvent l'image de l'iceberg, derrière la définition de Tardif, il y a du constructivisme, il y a de la cognition située, il y a des concepts qui sont très importants et très impactants dans la façon de concevoir les programmes. Et le risque, si jamais on ne comprend pas ce concept-là, c'est qu'on risque de passer à côté complètement de l'impact que peut avoir une approche par compétence sur la qualité des apprentissages des étudiants. Et par exemple, Tardif, qui est un cognitiviste, lui, son fer de lance, ça a été vraiment la qualité des apprentissages. Et finalement, si on considère que la compétence, oui, entre savoir-faire, savoir-être, compétence, il n'y a pas trop de changement, si en fait, chez Tardif, il y a un vrai gap conceptuel qui fait que si on loupe ça, finalement, on fait un peu de la cosmétique, on fait un peu de l'affichage et on loupe ça. Chez nous, à l'ENSAT, à Toulouse, on a travaillé sur… j'ai fait une compilation en fait de 3 approches, de 3 auteurs qui sont reconnus dans les domaines, Tardif, Le Botter, Coulet. On a même développé une méthode de conception de référentiel de compétences qui est fondée sur l'analyse des situations. Donc, super, ça m'a fait bien plaisir de voir la conférence de ce matin. Et ça nous a permis vraiment d'étayer ça par rapport à notre projet. Un autre challenge, c'est est-ce que je peux mettre en place une approche par compétence? Est-ce que j'ai le personnel pour faire tourner ça? Est-ce que j'ai un chef de projet? Est-ce que j'ai des experts? Est-ce que j'ai un ingé PDA? Est-ce que j'ai un conseiller PDA pour faire ça? Est-ce que j'ai un groupe de travail sur lequel je peux m'appuyer pour faire le travail? Est-ce que j'ai du temps pour le faire? Parce que grosso modo, ça fait quand même 1 an de travail par année de formation.
Est-ce que j'ai des finances pour le faire? Parce que aussi, ça peut supposer l'achat de matériel. Et puis, comment je vais valoriser l'engagement des étudiants dans ce contexte-là? Donc, voilà, là, on peut se poser la question. C'est pas est-ce que je sais le faire, mais c'est est-ce que je peux le faire? Et finalement, presque de façon naturelle, on arrive finalement, en connaissant tout ça, est-ce que je veux vraiment mettre en place une approche par compétence? Les approches par compétence, elles viennent parfois par des motivations extrinsèques, c'est-à-dire des injonctions, on doit y passer. Comment on fait pour donner du sens, pour que ça fasse sens pour les enseignants, pour les équipes administratives, pour les étudiants, pour les partenaires? Et est-ce que je peux amener toute cette équipe-là à attribuer du sens à cette approche-là? Et ça demande aussi de savoir faire de la conduite du changement. 5 minutes 15. Parfait. Je rends la parole. Parfait. Merci beaucoup, Benoît. Maintenant, nous allons échanger quelques bonnes pratiques. Quelle organisation, quels accompagnements et quelle communication, que ce soit en interne ou en externe, avez-vous mis en œuvre pour que les enseignants, les étudiants ou les professionnels s'approprient l'approche par compétences? Benoît, quelques éléments de réponse? Alors, je reprends mon diaporama. Vous revoyez mon diaporama? Oui, c'est bon, ça fonctionne. Oui, super. J'essaie de passer les diapos. Ça prend un petit peu de temps. Ah. Vous les voyez passer, mes diapos, ou pas? Non. Ah, voilà, organisation, impact et indicateurs. Donc, au niveau de l'organisation, je dirais qu'au niveau de l'ENSAT, on a fonctionné en cercle concentrique. Nous avions une équipe de pilotage qui était constituée de la directrice adjointe de l'école. Je crois qu'elle nous écoute, je lui passe le bonjour. Une ingépéda qui était là aussi, et moi-même en tant que conseiller pédagogique. Ensuite, nous avions un groupe de travail constitué de 13 personnes avec une réunion par mois, et ensuite des conseils d'enseignants organisés tous les trimestres. Et faut savoir aussi que dans la conception de cette APC, nous avons sollicité les étudiants et les personnels administratifs pour avoir leur avis sur ce genre de dispositifs et de projets. Quel impact sur les pratiques enseignantes? Il est colossal lorsqu'on rentre dans une vraie approche par compétence. C'est-à-dire qu'on passe de programmes qui sont centrés, alors vous l'avez ici, alors attendez, hop, est-ce que je peux tracer? Ici, c'est vous avez d'abord des programmes qui sont centrés sur les enseignants et leurs enseignements, qui abordent l'enseignement par les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être, les théories. Il y a des intentions de formation, et puis on est plutôt dans du morcellement disciplinaire. Finalement, on pourrait se dire, voilà, comme Michel Saintonge, moi j'enseigne les apprentis. Une fois qu'on est passé en approche par compétences, on a des préoccupations différentes. On se focalise davantage sur les étudiants et leurs apprentissages. Et c'est pour ça qu'on parle de compétences. On ne s'intéresse plus forcément aux théories, mais aux tâches que les étudiants pourront accomplir en sortie de diplôme. Et on s'intéresse aux objectifs d'apprentissage. On a beaucoup plus d'intégration interdisciplinaire. Et finalement, ça a un gros impact sur les pratiques enseignantes parce que finalement, on a moins de face-à-face et plus de côte à côte. Les indicateurs de l'impact de l'APC, moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que toute la communauté enseignante s'est appropriée un tout nouveau lexique par rapport à ces pratiques enseignantes. Maintenant, on parle d'alignement pédagogique, d'objectifs d'apprentissage, d'évaluation formative, de grilles critériées avec une aisance qui est assez bluffante. Et même les enseignants, lorsqu'ils assistent à l'heure actuelle à des manifestations sur l'approche par compétence, ils reviennent en disant « Oh, bah oui, ça, c'était pas très clair, ce concept-là n'était pas très bien expliqué, et c'était super intéressant. » Grosso modo, là, on professionnalise vraiment, encore une fois, les enseignants-chercheurs par rapport à ce contexte-là. Je dis souvent, pour enseigner, il faut maîtriser les savoirs à enseigner et les savoirs pour enseigner.
Ça, c'est du domaine de l'expertise. Et là, on est en train de travailler les savoirs dont on a besoin pour enseigner. Merci Benoît. Anne, qu'en est-il au niveau du CNAM et de votre CFA? Anne, on ne vous entend pas. Excusez-moi. Voilà, c'est bon, il n'y a pas de souci, merci. Pour répondre à la question, effectivement, sur la méthodologie, comment on met en place une approche compétence, comment on permet l'implication de tout le monde, moi, je me parais davantage de mon… j'essaie de mettre mon diaporama. Donc, du coup, j'avance un peu. Excusez-moi. Hop, hop, hop. Je parlais davantage, effectivement, de mon expérience, de ma première rencontre avec l'approche par compétences qui date de 2010. Donc, ça fait 10 ans. C'est important 2010 parce qu'à l'époque, c'était beaucoup moins répandu qu'aujourd'hui. Où j'étais donc à l'université de Saint-Étienne, donc vraiment par rapport au CNAM, on est vraiment dans un milieu très académique. Et puis, il a fallu que j'élabore, à la demande du président, un guide de compétences. Le guide de compétences, c'est-à-dire la traduction des licences générales, à l'époque, il y en avait 25 à peu près, en compétences professionnelles. Donc, autant vous dire que j'avais pratiquement carte blanche sur le projet, que les enseignants, il a fallu les mobiliser d'ailleurs d'abord sur le concept de l'approche par compétences, les rassurer, parce que parler de compétences quand on évoque une discipline académique, c'est parfois pour eux vendre un peu son âme au diable. Donc, il y a eu tout un travail de sensibilisation sur cette approche par compétences auprès des enseignants pour leur faire comprendre que ce n'était pas en aucun cas on perdait de vue, on perdait le sens de la transmission d'un savoir académique, mais c'était bien plutôt pour le valoriser. Donc, comment on s'y prend? Eh bien, on prend son bâton de pèlerin, on va voir les responsables de licence. Moi-même, j'ai acquis une compétence qui s'appelle la maïotique, l'art de faire accoucher les idées, parce que le but, un peu, c'est de demander aux enseignants à quoi ça sert pour un étudiant de droit, notamment d'apprendre l'histoire du droit quand il va être dans son milieu professionnel. Donc là, vous avez les enseignants, c'est un grand moment de solitude. Ils vous regardent avec des grands yeux, ils se demandent de quoi vous parlez. Et puis, petit à petit, quand on les questionne, quand on les interroge, ils vont nous donner une matière, moi, ce que j'identifie comme une matière brute, un peu pour faire le parallèle avec un modelage, quoi. C'est-à-dire qu'on a la terre, ils ont, eux, la parole, la première parole, les enseignants, sur cette matière brute, de manière à ce qu'on puisse la façonner. Ensuite, moi, j'ai fait appel à l'époque à un expert métier de l'APEC, et je lui ai donné toute cette matière brute en lui disant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette matière pour pouvoir avoir une traduction de ces filières en compétences. Donc, il m'a fait des propositions, on a fait des allers-retours entre sa proposition et les enseignants, jusqu'à obtenir un résultat un peu consensuel. C'est-à-dire, consensuel, ça veut dire que d'un côté, l'expert métier était en capacité de voir à quoi pouvaient servir ces filières. On est bien sur des filières générales en plus. Je vous parle de licence d'histoire, de licence de sociologie, de licence de psychologie, de licence de philosophie. Et puis, un consensus parce que les enseignants, la question que je leur posais, c'était est-ce qu'à la lecture de cette fiche, vous reconnaissez votre diplôme, vous reconnaissez votre savoir, votre discipline? Et quand les réponses étaient oui dans les deux sens, on considérait qu'on était sur un terrain plutôt consensuel. Et puis, c'est la parole qui était donnée, la parole finale était donnée aux enseignants qui validaient ces fiches-là. Donc, en fait, c'était un peu un schéma itératif, c'est-à-dire que l'enseignant commençait la boucle de réflexion avec son apport intellectuel et sa matière brute, et puis il finissait en validant cette fiche ainsi transformée, mais qui partait quand même de leur parole. Et pour compléter ce que disait Benoît, cet exercice intellectuel qui demande un vrai cheminement dans la tête des enseignants, ça permet indéniablement de changer les postures de l'enseignant vis-à-vis du savoir
Et pour conclure cette partie-là et pour illustrer un peu ce que ça a comme impact, je citerai simplement ce qu'a dit une des responsables de la licence qui avait participé à ce travail-là lorsqu'elle a été interrogée une fois sur ce guide de compétences. Elle a dit que cet exercice de réflexion, d'élaboration du guide l'avait permis de trouver un sens à son travail d'enseignant. Elle a vraiment utilisé ce terme-là. Elle a compris pourquoi elle faisait ce métier, pourquoi elle allait transmettre un savoir aussi académique et quelle importance ça pouvait avoir ensuite dans l'insertion des étudiants et dans la façon dont ils allaient pouvoir prendre ce savoir-là qui, moi, je dis toujours que ce savoir académique-là, en fait, est une graine de compétences qui va pousser, qui va évoluer à la lumière de l'expérience professionnelle. Donc, j'ai trouvé que ce témoignage de cette responsable de licence enseignant-chercheur était un bon témoignage pour mesurer l'impact et l'importance de ce travail-là. Merci beaucoup. Voilà, je vous ai mis en slide final le guide de compétences licence, que je crois qu'il a changé de look depuis 2010, mais qui fait aujourd'hui référence puisque c'était le premier exercice d'approche par compétences dans l'enseignement supérieur et dans les universités. Parfait. Merci beaucoup, Anne. Gabriel, quelle organisation, quels accompagnements et quelle communication au sein du réseau IMT? Le micro est éteint. C'est bon, c'est réactivé. Bon, très bien. Alors, en fait, mon expérience, c'est un peu la même que celles qui viennent d'être racontées. À la fois, on s'est basé sur des cercles concentriques, en fait, d'enseignants-chercheurs motivés. Et puis, on a essayé d'élargir au fur et à mesure, de manière à balayer l'ensemble des unités d'enseignement pour les formations existantes, ou alors de manière à concevoir des formations à partir de l'approche compétences. Donc, ce qui est important dans tout ça, c'est de s'appuyer sur ceux qui veulent bien s'y remettre pour étendre à ceux qui ne sont pas convaincus. Et il y a quand même beaucoup de réticence au départ. Donc, il faut effectivement prendre son bâton de pèlerin, convaincre, reconvaincre, continuer à convaincre. C'est surtout la durée en fait, qui est importante. Ça prend du temps. Et puis après, on s'est basé aussi sur l'intervention de conférenciers extérieurs, de Sherbrooke par exemple, du CESI, et puis on a fait suivre des formations à nos enseignants, des formations faites par exemple par l'Université catholique de Louvain. Et le fait d'avoir des extérieurs qui viennent convaincre aussi, ça aide aussi pour le directeur de formation qui est parfois un peu seul en fait. Alors, on a donc mesuré l'impact, si je viens sur l'impact, à la fois parce qu'effectivement, la formation, elle n'est plus centrée enseignant et enseignement, mais étudiant et ses apprentissages. Donc, ça change, en fait, c'est vraiment un changement de paradigme qui est hyper important. Donc, ce qu'on faisait, en fait, c'est qu'en comité de l'enseignement, on faisait une revue en fait, des unités d'enseignement et comme les élèves participent, on voyait que les élèves, ils étaient demandeurs en fait, de quelque part ces nouvelles approches, ces nouvelles pédagogies. Et ça a servi finalement à faire basculer les réticents, puisque en fait, les unités d'enseignement les plus choisies, c'était finalement celles qui avaient basculé en fait, en approche compétences. Un autre impact, en fait, c'est qu'on a vu apparaître de plus en plus d'unités d'enseignement pluridisciplinaires, transdisciplinaires. Enfin, donc, c'est vrai que c'est important quand on voit des profs d'économie, des profs de maths, des profs de langue discuter ensemble autour d'un même objet, en fait, qui est l'approche compétence. Je trouve qu'on a franchi un cap par rapport à des approches qui sont plus disciplinaires. Et puis, un autre impact, c'est le renforcement des liens avec l'entreprise. Parce qu'en fait, l'approche compétence, ça permet en fait vraiment d'établir le dialogue entre les entreprises qui ont des visions plus métiers, en fait, des compétences, et puis les enseignants-chercheurs qui sont plus sur une approche forcément formation, objectifs pédagogiques, etc.
Voilà, bon, je pense que j'ai dit l'essentiel de ce que je voulais faire passer sur ce sujet. Merci Gabriel. Alors justement, rebondissons sur les entreprises et les employeurs. Quelle est l'implication des employeurs dans l'approche par compétences dans vos réseaux respectifs et quelle influence cela peut avoir sur l'attractivité des formations? Peut-on en mesurer les effets? Anne, voyons quelques éléments de réaction sur ces questions-là. J'arrivais pas à activer mon micro. Alors effectivement, nous, quand on a travaillé sur la traduction des diplômes, on a invité les employeurs et les acteurs socio-économiques à participer aux discussions et réflexions. Ils ont trouvé ça très, très intéressant parce qu'ils se sont dit, pour une fois, on va comprendre ce qui se cache derrière les diplômes et les intitulés. Donc, leur implication a été très importante pour rendre lisible, je le disais un peu tout à l'heure, rendre lisible les compétences acquises dans un dispositif académique, le rendre lisible par des acteurs du monde socio-professionnel, traduire des formations académiques en compétences, c'est permettre aux employeurs de mieux comprendre, mais c'est aussi de permettre aux employeurs de mieux connaître les étudiants qui sont susceptibles d'embaucher. Ça valorise la formation, ça lui donne une existence pratique. Ça l'ancre dans une réalité économique qui est celle de l'employeur et ça lui permet d'envisager des perspectives aussi. Ça lui permet de retravailler éventuellement des fiches de mission. Moi, j'ai vu des employeurs qui ne s'étaient pas du tout intéressés, par exemple, à des étudiants de licence de sociologie, qui paraît plutôt éloigné, mais finalement, en discutant, il dit oui, mais un étudiant de sociologie, quand je regarde votre fiche, il est en capacité de pouvoir analyser un comportement d'un consommateur, par exemple, ou il est capable d'analyser un comportement d'un individu dans un écosystème, et ça peut intéresser la grande distribution, ça peut intéresser aussi, pourquoi pas, des banques qui demandent aussi, qui essayent de mieux comprendre le comportement du client, mais derrière le client, il y a un individu qui est intégré dans une société. Donc, un regard intellectuel de sociologue sur ces comportements peut éclairer un acteur socio-économique. Ça, c'est un exemple, et j'en ai plein d'autres aussi comme ça. Et donc, cette implication des employeurs dans la réflexion, c'est aussi créer du lien, on l'a dit aussi, du lien entre l'université et les acteurs et le monde socio-économique. Ça permet une interpénétration de deux milieux, de deux secteurs qui ne se parlent pas, qui n'ont pas l'habitude de se parler, ou qui, quand ils se parlent, ils ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde ou pas en capacité de se comprendre. Donc, c'est un langage commun, en fait. C'est un langage commun avec du vocabulaire qui essaye d'être compréhensif par les uns et par les autres et qui permet au final, qu'est-ce qui permet, moi, de mon point de vue de responsable d'insertion professionnelle, de quelqu'un qui travaille plutôt sur l'insertion des étudiants, il permet cette insertion professionnelle, en tout cas il la facilite en levant les freins d'une incompréhension qui serait limitée à la lecture de l'intitulé du diplôme. Merci beaucoup, Anne. Benoît, comment est-ce que les employeurs se sont impliqués ou s'impliqueront dans l'approche par compétences mise en œuvre dans votre réseau? Je dirais que nous, au niveau de l'implication des employeurs, ça fait plus partie d'un processus d'amélioration continue de nos formations, notamment par le biais des salons, des conférences, des soutenances de stage et du conseil de perfectionnement. Donc, je dirais que on va continuer à bénéficier de leur retour dans cette amélioration qu'on continue. Par rapport à l'attractivité de la formation, ce qui est déjà important, c'est que ça a une attractivité pour les enseignants qui l'enseignent et pour les étudiants qui y sont. Et ça, c'est déjà pas si mal. Et finalement, en regardant les outils de communication qui ont été créés à l'occasion de cette mise en œuvre de l'approche par compétences, on s'aperçoit aussi que la communication par rapport à la formation a été facilitée parce qu'on arrive davantage à formuler quelles sont les tâches,
quelles sont les activités que pourront mener les étudiants une fois qu'ils seront diplômés. Donc ça, c'est un point positif. Quelques traces d'un projet réussi. Comment on peut mesurer l'impact finalement de tout ce qu'on fait? Il y a déjà eu un retour de la CPI qui nous a dit que notre projet mériterait d'inspirer beaucoup d'écoles. On a publié aussi dans question de pédagogie dans l'enseignement supérieur. Là, vous avez en photo Véronique Yvon et Anne Bernadac qui ont reçu le trophée Campus Responsable catégorie pédagogie pour une société durable. Donc ça aussi, c'est des belles marques de valorisation. J'ai eu l'opportunité d'animer au JPES et à la CPI, au congrès de la CPI, des ateliers sur la conception, la méthodologie qu'on avait développée pour développer des référentiels de compétences. Et puis on travaille aussi avec la CTI, avec la MIPNES pour justement voir comment on peut jongler entre l'approche par compétences et les blocs de compétences. Et puis finalement, on s'aperçoit que oui, effectivement, on essaime au niveau toulousain, mais pas que, sur notre approche, que ce soit à Toulouse INP, à l'Université de Toulouse 3, à l'Université de Bourgogne, à Nice, et puis aussi dans d'autres structures TBS, la Toulouse Business School, c'est dans des écoles de commerce ou dans d'autres écoles d'ingénieurs. Donc voilà pour des retours, un peu quelques traces de notre travail. Merci beaucoup, Benoît. Gabriel, qu'en est-il de l'implication des employeurs dans cette démarche au sein du réseau IMT? Alors, effectivement, l'implication des employeurs, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui est renforcé en fait, par l'approche compétences, puisqu'on vient les interroger en amont de la conception des programmes de formation, où dès qu'on a commencé à élaborer le référentiel de compétences, on le soumet en fait, aux industriels, et puis en fait, à l'ensemble des parties prenantes en même temps. On a ce qu'on appelle des conseils de programme dans lesquels on réunit à la fois des employeurs, des enseignants-chercheurs, des étudiants et des alumni. Et puis, à partir par exemple, de référentiels de compétences, on va venir insister on va soit insister sur certaines compétences ou bien identifier des compétences manquantes. Et avec les employeurs, on va aussi travailler sur la manière de les faire acquérir par les étudiants, en fait. Donc, ça, c'est extrêmement important. Et puis, on a également, au niveau IMT, des projets, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, tels que des projets autour de l'industrie du futur, où on va là, vraiment en amont, en fait, interviewer des employeurs et puis recueillir, en fait, des référentiels de compétences, par exemple, autour de l'intelligence artificielle ou que sais-je. Et puis, à titre d'exemple, ça a servi pour IMT Atlantique à construire leur nouvelle formation par apprentissage qui se met en œuvre cette année, une formation donc autour de l'industrie du futur. Donc, on met en place donc ce qu'on appelle cet observatoire des métiers et des compétences en fait, pour anticiper en fait, les besoins en compétences des formations d'ingénieurs. Alors, sur l'attractivité des formations, en fait, ce que je vois, c'est surtout un intérêt accru pour les enseignants. On a déjà parlé du sens qui est donné à la fois aux enseignants et aussi aux étudiants. Donc, quelque part, ça rend plus attractif les formations, nécessairement. Et puis, on a, de la même manière que ce que décrivait Benoît, on voit aussi des enseignants qui, du coup, se mettent à publier sur le sujet. Et j'ai parlé tout à l'heure de la volonté politique de l'établissement. Je pense que, par exemple, le directeur de formation, son rôle là-dedans, c'est de soutenir sans faille les enseignants qui sont engagés. Et par exemple, ne serait-ce qu'en lui payant la mission pour aller présenter sa conférence, etc. quoi. Voilà. Donc, autrement, il y avait une question sur l'employabilité. Alors, je dois dire qu'au niveau des formations d'ingénieurs, j'ai un peu de mal parce qu'en fait, les formations sont de fait très attractives. Je veux dire, il n'y a aucun problème d'employabilité pour les ingénieurs. Donc, avant ou après, ça ne change pas grand-chose, si ce n'est que je pense que nos étudiants sont maintenant plus sûrs ils ont plus confiance en eux parce qu'en fait, ils ont conscientisé en fait, les compétences qu'ils ont acquises, alors qu'auparavant, ils avaient plus un agrégat en fait, de connaissances et ils n'étaient pas forcément conscients que vraiment, ils étaient capables
de travailler et d'apporter leurs compétences aux entreprises. Donc ça, c'est peut-être le point qui a le plus changé en matière d'employabilité. Merci beaucoup, Gabriel. Donc, voyons, Geoffroy, le retour graphique que vous pouvez nous proposer. Vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend très très bien. Alors, il faut juste que je me reconnecte. Si vous voulez bien me laisser quelques secondes. Tac, tac, tac. J'ai un petit souci technique. Du coup, je vais vous envoyer le visuel comme tout à l'heure. Entendu, on Par l'attend. mail. Donc, j'imagine que Aristide va le mettre en ligne ou le faire apparaître. Cécile, tu as pu voir les questions qui étaient posées? Oui, j'ai vu les questions. Il y a 3 questions. Donc, Tu peux peut-être les formuler pendant que Aristide… entendu. Alors, il y avait une première question de vos interventions sur comment se traduit concrètement la volonté politique de l'établissement dans la mise en œuvre de l'approche par compétences. Je pense que c'était peut-être plutôt une question pour Gabriel Landrac. Ensuite, on a une question de Jean-François Métral, alors qui était plus un commentaire. Ce que l'on peut identifier aussi, c'est l'importance d'accompagner les enseignants, de les professionnaliser, comme le dit Benoît Escling. Et vous l'avez les uns et les autres évoqué, je dirais ça en complément de la proposition de Jean-François. Et moi-même, je me rends compte que j'ai oublié de vous dire ce matin que Jean-François Métral est lui-même formateur avec une autre enseignant-chercheur qui est Anaïs Loison, et avec laquelle nous avions aussi travaillé cette journée. Anaïs ne pouvait pas être là pour des raisons personnelles, mais et ils animent des formations, et notamment pour les enseignants-chercheurs, et donc ils participent à cette professionnalisation des enseignants-chercheurs dans leur pratique, y compris par rapport aux compétences, avec certainement une entrée qui est de dire aussi que les enseignants savent faire beaucoup de choses sur le plan de la pédagogie, mais ils ne le valorisent pas forcément en termes de compétences professionnelles. Voilà. Et puis ensuite, on a un autre commentaire, donc là aussi c'est plutôt un commentaire d'ailleurs, donc de Bruno Guédou sur l'importance pour les enseignants pilotes et les étudiants d'un dispositif dans lequel ils se rencontrent. Voilà, en fait, ce sont plus des échanges, je constate, avec aussi un autre commentaire sur la valorisation, y compris financière, comme levier probablement pour accompagner cette transition pédagogique. Voilà, donc en fait, pas énormément de vraies questions, à part comment se traduit concrètement la volonté politique de l'établissement dans la mise en œuvre de l'APC. Je pense que nos auditeurs seraient heureux d'avoir une réponse à cette question. Est-ce que la physiographie… Oui. Je réponds bien, on fait d'abord la… Alors, j'ai pas encore reçu le document de mon côté. Je l'ai envoyé il y a une trentaine de secondes. Ok. Gabriel vient répondre à la question, donc comment se traduit concrètement la volonté politique de l'établissement mise en œuvre? En fait, ce que moi j'ai vu, en fait, c'est que au départ, en fait, c'était plutôt la direction de formation qui portait le projet, et au fur et à mesure, ça s'est élargi, en fait, puisque la DRH, par exemple, s'est emparée du sujet en mettant en place elle-même les formations pour les enseignants-chercheurs. Bon, évidemment, on finançait aussi des conférences pour les enseignants qui voulaient participer à des conférences externes. Et puis, on a aussi au sein de l'IMT, alors je ne sais pas si c'est le cas dans vos établissements, on a des dispositifs d'entretien annuel, ce qui fait qu'à partir du moment où la direction s'est emparée du sujet, ça finit par percoler, puisque l'ensemble des chefs de département va avoir pour mission de quelque part contribuer à la mise en œuvre de l'approche compétences au sein des formations, et donc ça va quelque part retomber aussi sur les enseignants-chercheurs qu'on n'aurait pas réussi à adresser à travers une influence en fait qu'on peut avoir sur eux pour faire évoluer les pédagogies en fait. Et l'autre point, c'est que du coup, on travaille aussi sur la valorisation des enseignants, enfin plutôt de l'activité d'enseignement dans la carrière des enseignants-chercheurs.
Donc, c'est quelque chose qui est assez complexe, puisqu'au sein de l'Institut, on a à la fois des fonctionnaires et des contractuels gérés de manière assez différente. Mais bon, c'est quelque chose qu'on est en train d'aborder et on voit bien qu'on a le soutien à la fois de l'Institut et des directeurs des établissements. Et puis, bon, en fait, c'est maintenant donc, inclus dans la stratégie d'IMT. Donc, du coup, ça facilite aussi les choses. Quand il y a des initiatives individuelles, en fait, ça sert à soutenir en fait, l'ensemble des initiatives individuelles ou des écoles. En fait. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, très bien, merci. Geoffroy, est-ce que tu peux nous commenter ta… Bien sûr. Alors en fait, j'ai organisé mon support en trois blocs, on va dire, ou trois espaces. Donc le premier, c'était l'approche par compétences, quels moyens, quelle volonté politique. Ensuite, les bonnes pratiques et ensuite l'impact. Donc je vous laisse un peu lire sur l'approche des compétences, quels moyens, quelle volonté politique. On est revenu sur voilà, l'approche qui dépend des écoles et puis la dimension de transversalité, la volonté politique qui est indispensable dans cette dimension-là. Sur la notion de VAE, s'est posée la question de la définition, en fait, de quoi on parle, et c'était un élément important du sujet. Que l'APC rend lisible les diplômes. Il y avait une dimension, enfin, ce que Benoît disait sur les challenges, c'était qu'il y en avait 3. Est-ce que je sais ce que je veux faire, est-ce que je veux, est-ce que je peux? Alors, ce n'était pas dans ce sens-là, mais il y avait bien ces 3 dimensions, mais qui permettent de repositionner le sens, finalement, de tout ça. Sur les bonnes pratiques, alors il y a l'organisation en cercle concentrique qui a été repris à 2 reprises. L'impact fort sur les pratiques enseignantes, en fait, ça bouleverse beaucoup de choses. Ça impose finalement de changer les postures, comme l'a dit notre intervenante. On est revenu encore sur la question du sens, en fait, ça repositionne cette question du sens. Et puis à travers l'exemple du guide de compétences, on disait qu'il fallait expliquer, rassurer, parce qu'effectivement, c'est un changement de paradigme. Alors, je ne l'ai pas écrit, mais je l'ai entendu. Et voilà. En tout cas, voilà, c'est une graine qui fait, la graine de théorie là, fait naître d'autres choses derrière. C'est pour ça que j'ai repris ce petit visuel. Voilà, il faut prendre son bâton de pèlerin, c'est ce que j'ai entendu également, parce que, encore une fois, il y a des mentalités à changer. En tout cas, le lien avec l'entreprise est renforcé. Ça permet de trouver un vocabulaire commun avec le monde de l'entreprise. Ça renforce l'attractivité des diplômes et des diplômés. Voilà, il y a une notion d'SMH qui avait été évoquée aussi. Et puis, ça aide à mettre en perspective une formation. Alors, avait été repris là l'exemple de l'étudiant en sociologie qui peut être en capacité de faire finalement bien plus que ce qu'on peut imaginer. Merci, c'est parfait. Nous avons dans les questions également des propositions de commentaires. Samantha Pagliano a émis un commentaire, une question aussi. Est-ce qu'on peut lui donner la parole? Oui, il suffit qu'elle lève la main. Alors, dans la partie lever la main en bas, si vous le souhaitez, hop, et je vous permets de parler. Oui, bonjour. 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 En fait, je pense que à ma question, on a déjà répondu, en fait, deux choses. J'étais enseignante moi-même jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et c'est vrai que l'approche par compétence était arrivée par l'enseignement des langues notamment. Et c'était souvent finalement, moi j'étais convaincue par cette approche-là. Et par contre, dans la faisabilité, dans le rapport effectivement à notre pratique d'enseignant, c'était extrêmement chronophage, alors que j'étais enseignante dans le secondaire, hein, donc je n'étais pas enseignante-chercheuse, mais donc c'était extrêmement chronophage et finalement ça devenait quelque chose de l'ordre de l'affichage. Donc je suis convaincue aujourd'hui, donc en tant que responsable d'ingénierie pédagogique, je suis convaincue de la démarche. Par contre, il me semble toujours assez difficile, même si
là où je travaille, on a un groupe de travail extrêmement soudé et intéressé, intéressant. Mais c'est vrai que, voilà, peut-être travailler davantage, mais Benoît a déjà répondu à mon commentaire, travailler davantage peut-être effectivement, à utiliser, entre guillemets, ces forces-là et leur valorisation dans leur parcours aussi en tant qu'enseignant-chercheur. Je sais qu'on commence aussi quelque part à valoriser le travail pédagogique d'un enseignant et pas que la recherche disciplinaire à proprement parler. Voilà, donc c'était un peu le sens de mon intervention. Voilà, merci. Merci beaucoup. Nous approchons du terme de ce webinaire. Il nous reste 3 minutes. Est-ce qu'en 1 minute chacun, Anne, Gabriel, Benoît, vous souhaitez indiquer quelques mots de conclusion? Anne? Moi, j'avais envie de conclure ces échanges par un petit mot très contextuel. On a beaucoup parlé de l'approche compétence, dans cette capacité aujourd'hui qu'ont plus qu'hier les équipes pédagogiques de travailler sur les compétences acquises. Même la VAE, c'est même des compétences qui sont acquises en professionnel, extra-professionnel, etc. Et donc, j'avais envie de dire comment aujourd'hui on va traduire nos compétences acquises dans une situation de confinement pour mener à bien une conférence que normalement on aurait dû mener en face à face. Comment les équipes pédagogiques vont s'emparer de cette situation de confinement pour les traduire en compétences et en faire quelque chose qui va valoriser cette expérience qu'on vit tous et pour en sortir encore plus fort demain, pour se servir des compétences qu'on a mises en œuvre aujourd'hui pour pouvoir être encore plus performant demain dans des échanges à l'international en limitant l'impact carbone ou je ne sais quoi d'autre. Enfin, je laisse libre à leur imagination débordante pour nous faire des propositions de cette expérience de confinement. Voilà ce que j'avais envie de dire en conclusion. Merci Anne pour cette énergie. Benoît, ton mot de conclusion? Merci Anne d'avoir initié le processus. Comme ça, je vais me contenter de rebondir sur ce que tu dis. Ce qui est intéressant dans cette période où on met beaucoup d'enseignement à distance dans nos formations, c'est de se dire finalement ça questionne la posture de l'enseignant, la posture des étudiants. Je disais tout à l'heure, moi j'enseigne, mais eux apprennent-ils. Et dans ce contexte-là de confinement, on re-questionne la posture de l'enseignant et des étudiants par rapport à l'enseignement et à l'apprentissage. Et s'il y a bien quelque chose que l'APC fait, c'est ça justement, c'est aussi re-questionner le rapport au savoir et le rapport à l'apprentissage et le rapport qu'il y a entre l'enseignement et l'apprentissage. Et finalement, lorsque on me dit souvent c'est une injonction, ça vient de l'extérieur, tout ça, je me dis un peu par effet de manchette, ça peut être aussi l'occasion d'opportunités, ça peut être des opportunités, et je me dis essayons de sortir non pas par le haut, mais sinon tout du moins essayons de faire bonne figure et de tirer profit de ces situations et de ces projets-là pour améliorer la qualité de l'apprentissage de nos étudiants. Merci beaucoup Benoît. Gabriel, c'est à toi le vrai dernier mot. Alors, en fait, si je rebondis sur ce qui vient d'être dit, en fait, je pense que le point commun à la situation qu'on vit actuellement et puis à l'approche compétence, c'est que finalement, tout ça, ça met en évidence en fait, la professionnalisation de l'enseignement et des enseignants en fait, dans l'enseignement supérieur, ce qui paraissait pas si évident que ça il y a quelques années. Et au départ, j'avais prévu de dire que l'approche compétence, ça s'inscrit dans un temps long. Et c'est vrai que c'est vrai aussi. Mais en même temps, là, on voit bien que sur ce qu'on vit actuellement, il faut être capable de rebondir très vite pour modifier ces enseignements et les rendre accessibles à distance. Et là, on voit que vraiment tous les enseignants-chercheurs jouent le jeu, en fait. Donc, je trouve ça très, très intéressant. Et en tout cas, merci à tous pour vos contributions. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant personnellement. Merci beaucoup à toutes et à tous. Et il est temps de nous séparer.
Et voilà, au revoir et merci. Merci beaucoup. Merci à